Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leurs pratiques, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension. Là, j'ai complètement craqué, ça y est, j'ai refait la petite intro avec la petite musique, etc. Attention, Hollywood en sueur. Tout ça pour dire que voilà, en fait, ça faisait 1000 ans qu'à chaque fois je me disais, il faut que je fasse une intro standard que je vais copier-coller sur tous les podcasts pour faire un petit rappel de voilà à qui s'adresse le podcast, qui on est avec Ascension. Donc maintenant que c'est fait, là, je suis soulagé, je vais pouvoir copier-coller ça à tous les épisodes. Et perso, j'ai bien aimé la petite musique, etc. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette petite introduction. J'en profite aussi pour anticiper, j'ai eu les commentaires, etc. Vous m'avez envoyé 2-3 messages sur Instagram. Le dernier upload, donc le flash numéro 34, c'était une erreur, la vitesse de débit, parce qu'en fait, moi j'enregistre sur l'application Dictaphone, là, sur mon iPhone, et des fois, en fait, je réécoute l'épisode avant de le poster, mais forcément, vous imaginez que je me réécoute pas en vitesse x1, c'est beaucoup trop long, donc ça doit être genre vitesse 1,5 à peu près, quelque chose comme ça, et en fait, quand je me réécoute, c'est dans l'application qu'il faut régler le paramètre, et en fait, je pensais que ça remettait à 0 automatiquement, et du coup, quand je l'ai exporté, j'ai pas vu que ça avait exporté en vitesse x 1,5, c'est pour ça que quand j'ai fait le montage et tout, je m'en suis pas rendu compte. Voilà, je vais le laisser comme ça parce qu'en vrai ça va, ça reste écoutable. Il y a la transcription aussi si jamais. D'ailleurs, je vous invite à le faire si jamais vous l'avez jamais fait. Vous allez dans l'appli podcast, là dans la transcription. Et vous copiez-collez la transcription dans ChatGPT ou n'importe quelle autre IA et vous lui dites voilà, fais-moi un résumé du podcast en 3-4 points clés et en fait l'IA va vous résumer tout ça et vous fait un post-it avec vraiment ce qu'il faut retenir du podcast. Donc voilà, ça c'est mon petit cadeau aussi si jamais vous le saviez pas, la transcription existe et vous pouvez copier-coller directement la transcription pour vous faire un petit résumé du podcast hyper synthétique. Donc voilà, ça c'est un petit tips supplémentaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode Flash numéro 35, la fameuse séance de bloc max. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, suite aussi à toutes vos réactions sur la séance de volume, et j'en profite déjà rien que dans l'introduction, là, dans le sommaire, pour faire un gros disclaimer. La séance de bloc max, ce n'est pas une séance de performance. J'ai laissé un blanc exprès, je le répète, la séance de bloc max n'est pas une séance de performance. Si tu performes dans ta séance de bloc max, c'est que tu n'es pas en train de forcer assez et qu'en fait tu es en train de pas optimiser ta progression, pour faire très simple. Et il faut absolument du coup se planifier des séances bloc max et des séances de performance. Alors ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui voudrait progresser de manière linéaire, etc., qui est plutôt un grimpeur de bloc et qui veut vraiment structurer ses séances. Deuxième disclaimer aussi, là je vais pas du tout parler de voix dans cet épisode. Pourquoi ? Parce que déjà il y aura beaucoup trop de choses à dire sur le bloc. Sur le volume c'était un peu plus simple de faire un petit parallèle, etc. à la fin. Là sur la voix ce serait beaucoup trop compliqué. Donc je vais pas me perdre dans les parallèles avec la voix, etc. Là je vais vraiment parler que de bloc. Je suis désolé pour ceux qui font de la diff, mais je pense que même si vous êtes un grimpeur de diff là et que vous écoutez ce podcast, donc ce podcast-là en particulier, le flash numéro 35, vous allez y trouver beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que même en tant que grimpeur de diff, vous avez tout intérêt à faire de temps en temps des séances de bloc max, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peu importe, ça dépend un peu de votre niveau et vos objectifs, pour maintenir ce niveau de force et ce niveau d'explosivité au niveau de toutes les qualités physiques, etc. Et aussi pour faire de la gestuelle dans des moves durs qui vous servira en transfert dans les crux de vos voix. Donc voilà, ça c'est le petit disclaimer, pour la partie voix. Et du coup, je vais passer directement au paragraphe d'introduction. Donc après avoir parlé de la séance de volume dans l'épisode précédent, aujourd'hui je vais te parler de la séance de bloc max. Et justement, contrairement à ce que beaucoup de grimpeurs pensent, une vraie séance de bloc max n'est pas forcément très spectaculaire. C'est pas une séance où tu vas forcément toper beaucoup de blocs, envoyer des runs parfaits ou faire des vidéos incroyables pour Instagram. Ça c'est plutôt la séance de performance. La séance de bloc max, elle est beaucoup moins sexy entre guillemets. Tu tombes beaucoup, tu répètes les mêmes mouvements,
tu travailles parfois juste une section ou même un seul move pendant plusieurs essais, mais c'est justement ça qui rend la séance extrêmement intéressante pour ta progression. Parce qu'une vraie séance de bloc max, c'est une séance où le but est d'apprendre à produire un maximum d'intensité et de qualité sur des mouvements difficiles. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment structurer ce type de séance intelligemment, les erreurs que je corrige le plus souvent en coaching et pourquoi la majorité des grimpeurs de bloc du coup passent complètement à côté de cette séance. Donc pour le sommaire en lui-même, je vais dans un premier temps te dire qu'est-ce que c'est selon moi une vraie séance de bloc max productive. Ensuite, je vais te parler de la structure idéale pour cette séance de bloc max. Ensuite, on verra dans quel cas c'est adapté. Est-ce que vous êtes plutôt un spécialiste ou un polyvalent et comment adapter ça pour le coup à la séance de bloc max. Ensuite, les erreurs classiques que absolument tout le monde fait et du coup que je corrige le plus souvent en coaching. En cinquième, pourquoi travailler les mouvements est essentiel. Donc ça c'est aussi sur la notion de transfert entre la préparation physique et la grimpe, mais c'est hyper important. En 6 du coup, que faire quand il y a vraiment des mouvements qui sont trop durs dans cette séance, ou comment doser en fait bien l'intensité de cette séance. Ensuite je te reparlerai de la règle des 7 essais, donc le chiffre 7, parce qu'elle est hyper importante cette règle à comprendre et elle est angulaire en fait de toute la séance de bloc max. C'est vraiment cette règle qui dicte un peu pourquoi j'ai structuré en fait cette séance de bloc max de cette manière-là, et je vais vous amener dans toute ma philosophie à travers ce podcast à comprendre pourquoi j'ai structuré cette séance-là de telle manière. Ensuite en 8, pourquoi plusieurs petites séances, ça bat énormément une grosse séance. Donc là j'ai marqué dans l'exemple 2 séances de qualité, c'est supérieur à une séance marathon de 4 heures. C'est vraiment hyper important que je parle de ça et de pourquoi c'est important du coup de doubler les séances, que ce soit les séances de développement, les séances de bloc max, etc. Quand vous êtes dans un cycle de développement, c'est hyper important que je parle de ça. Ensuite, numéro 9, une erreur que tout le monde fait aussi, mais je vais en reparler plus en détail, s'acharner trop longtemps, c'est là que tout le monde se blesse aussi en général. Savoir quand arrêter sa séance, donc ça c'est le point numéro 10. Et point numéro 11 du coup, séance de bloc max versus la séance de performance. Et du coup je conclurai là-dessus et ça me permettra de faire la transition avec du coup le prochain flash qui parlera du coup de la séance de performance. Donc c'était une longue introduction avec la petite intro standard maintenant, plus un peu tout ce sommaire. Et du coup on va commencer directement le podcast avec la partie 1. La partie 1 qui est c'est quoi une vraie séance de bloc max. Donc pour être sûr qu'on se comprenne bien dans cet exposé sur la séance de bloc max, je vais essayer de te détailler le plus simplement possible ma philosophie, qu'est-ce que j'entends par séance de bloc max, quel est l'objectif de cette séance et comment tu peux en fait passer à côté en faisant des erreurs classiques ou comment tu peux la réussir et progresser énormément en faisant cette séance de manière régulière dans ton entraînement. Donc pour moi, une séance de bloc max, c'est une séance à très haute intensité avec 1 à 3 mouvements maximaux quand tu décolles du sol. Alors, c'est une fourchette, c'est entre 1 et, allez, on peut aller jusqu'à 6 grand max, mais l'idée c'est vraiment de te dire que quand tu décolles du sol, tu dois être capable de faire entre 1 et 3 mouvements maximum. Si tu arrives à en faire un quatrième, ou alors si tu t'es fixé la limite de 5 et que tu arrives à en faire un sixième, c'est que les mouvements sont trop faciles, ou que tu as suffisamment appris ces mouvements-là pour que ça devienne facile. Après voilà, facile c'est subjectif, ça peut être facile dans du 8A si vous êtes un grimpeur de 8B, je vais pas commencer à parler de cotation dans l'épisode, mais c'est vraiment, quand je dis facile, difficile, etc., c'est subjectif. C'est-à-dire que quand vous décollez du sol, vous devez vous dire, waouh, là, je dois vraiment donner tout ce que j'ai pour faire 2 mouvements et être incapable d'envoyer un troisième mouvement. Et si vous êtes dans cette fourchette d'intensité entre 1 et 3 mouvements, allez, on pourrait mettre entre 2 et 4 aussi, enfin voilà, c'est une fourchette, c'est pour que vous ayez un ordre de grandeur. Et bien en fait, si vous respectez la structure globale de la séance que je vais détailler dans la partie juste après, où en fait on fait 4 blocs différents pendant 30 minutes par bloc, avec en moyenne 7 essais par bloc, donc le chiffre 7, on se retrouve à une séance entre 28 et 84 mouvements. Donc 28 mouvements, ce serait un mouvement par run pour 7 blocs x 4. Enfin voilà, vous avez compris la multiplication. Et 84 moves, ce serait le maximum, donc 3 moves x 7, etc. x 4. Et du coup, la moyenne de ça, c'est 40 moves. Donc en fait, voyez ça aussi comme une séance de force en termes de prépa physique, où vous feriez par exemple un 5 x 5 en traction. Donc 5 x 5 en traction, ça fait 25 mouvements. Donc en fait, vous faites quasiment 2 fois ça, donc en fait, ça équivaudrait environ à faire un 10 séries de 5 à un exercice de musculation donné. Par exemple, 10 fois 5 secondes de suspension à 90% de votre max. 10 fois 5 répétitions en traction à 80% de votre max environ. Quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment pour imager, pour vous donner l'intensité moyenne et la durée globale de la séance. Donc pour moi, je résume un petit peu cette partie-là, mais une vraie séance de bloc max, c'est une séance à très haute intensité où vous allez grimper sur des blocs où vous pouvez faire 1 à 3 mouvements max en décollant du sol dans une optique de
faire très peu de volume global, mais des mouvements difficiles avec un maximum de qualité. Et du coup, si vous respectez les consignes que je vais détailler beaucoup plus dans la partie 2, c'est une séance où vous faites en moyenne une quarantaine de mouvements. Donc ça, c'est vraiment ce que moi j'appelle une séance de bloc max. Pourquoi du coup je l'appelle comme ça, etc. Enfin, il y en a qui vont appeler ça aussi en anglais la séance de limit bouldering, etc. C'est pas pareil que la séance de performance. Ça, j'en reparlerai vraiment dans le podcast du coup qui sera dédié à la séance de performance. Et ce qu'il faut avoir en tête là sur cette séance de bloc max, c'est vraiment le conseil que je donne à tous mes coachés quand je leur détaille cette séance-là, c'est de leur dire, du coup comme si un peu je te parlais à la première personne, toi qui écoutes ce podcast, tu dois te détacher de l'objectif de sortir les blocs. Si tu sors tes blocs dans ta séance de bloc max, c'est que ce n'était pas des blocs max, c'est que c'était une séance de performance et que tu as bien performé, mais c'était pas une séance d'entraînement de la force sur 1 à 3 moves max, etc., etc. Après, c'est difficile à doser, donc voilà, bien sûr, je vais détailler, mais en gros, dis-toi que si tu sors de cette séance de bloc max en te disant « Waouh, j'ai trop bien performé, j'ai topé mes 4 blocs », c'est que tu étais en dessous de l'intensité cible. Tu dois plutôt finir cette séance en te disant « Je m'arrête juste avant la fatigue, quand je sens que je commence à un petit peu fatiguer, je m'arrête, et j'ai l'impression d'avoir fait vraiment des moves hyper productifs, hyper physiques, et que je suis rincé en termes d'influx, mais pas en termes de récupération, on va dire. C'est-à-dire que voilà, si vous prenez 2-3 jours de repos, vous devriez être capable de refaire cette séance-là sans souci, et du coup je vais y revenir après dans les parties suivantes. Mais donc pour résumer vraiment cette partie-là, pour moi une séance de bloc max productive, c'est une séance à très haute intensité, où l'objectif c'est de faire des mouvements difficiles avec un maximum de qualité gestuelle, et en moyenne vous allez faire une quarantaine de mouvements dans cette séance-là. Ça c'est vraiment la partie 1, et c'est hyper important que j'ai défini tout ça avant de te parler du coup de la suite de ce que je te conseille. Maintenant, du coup, je passe à la partie 2, donc la structure en elle-même de la séance, parce que là, j'ai juste dit les consignes générales, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme type de bloc dans cette séance-là? Là, ça dépend vraiment de tes objectifs, de ton style, etc., etc. Mais là, je pars du principe que tu es un grimpeur polyvalent. Voilà, tu grimpes en salle, je vais prendre des salles commerciales, ça va te parler Arcos, Climbing District, peu importe. Voilà, tu as un niveau en gros où tu es capable de faire le circuit rouge dans ces salles-là, et tu travailles les blocs dans l'intensité noire, du coup dans la cotation noire. Ça permettra d'imager tout ce que je vais dire plus tard. Donc si tu es voilà, ce grimpeur de salle, on va dire niveau rouge, à l'aise dans le rouge en termes de volume, et je travaille des blocs noirs, vraiment la structure de la séance de bloc max, si ton objectif c'est la polyvalence, ça doit être 4 blocs de styles différents. Par exemple, une dalle, un bloc dans le dévers, un bloc en vertical, et un bloc par exemple en coordo. Et après tu peux faire des sortes de sous-catégories, comme par exemple un bloc en dévers avec des macros, et un bloc en vertical avec des petites prises. Une coordo avec, je sais pas, une coordo de bras ou une coordo de jambes. Pareil, la dalle, ça peut être une dalle très statique ou une dalle en coordo. Enfin voilà, on peut trouver plein de sous-styles différents. Mais si tu veux être polyvalent, je te conseille vraiment de varier les styles et de pas te dire, ok, c'est une séance de bloc max, je dois forcer comme un âne, donc je vais pas faire de dalle. Ça, pour moi, ce serait une erreur si tu veux rester polyvalent, parce que tu peux très bien forcer et avoir besoin d'une intensité max quand tu fais de la dalle dans ces séances-là, et du coup, la séance de bloc max, elle est idéale pour ça. Donc, ça dépend tellement de tes objectifs, de ton profil, etc. Mais là, dans le podcast, je pars du principe que tu es un grimpeur qui est à l'aise dans le niveau rouge, dans les salles commerciales, donc Arcos, Climbing District, etc. Et que voilà, tu forces dans les blocs noirs et tu galères un peu à sortir les blocs noirs, pour faire vraiment très simple et pour imager un peu aussi toute la suite de mon propos. Donc tu prends 4 blocs de styles différents, par exemple une dalle, un bloc en dévers avec des macros, un bloc en vertical avec des petites prises, un bloc, je vais dire vertical coordo, mais voilà, ça peut être une coordo de pied par exemple, un peu comme un skate. L'objectif de cette séance-là, du coup, c'est de développer ta polyvalence dans ces styles différents et d'aller forcer dans de l'intensité max. Et du coup, sur ces 4 blocs différents, tu vas te dire que tu dois passer 30 minutes par bloc. Tu mets vraiment un chrono, tu mets un minuteur sur ton téléphone, tu mesures le temps d'une certaine manière, et tu te dis, ok, là je suis dans mon bloc en dalle, alors je te conseille pas forcément de commencer par la dalle, je te conseille de commencer par ce qui te paraît le plus physique, par exemple si tu es faible en petite prise, je te conseille de commencer par le vertical petite prise, dans mon exemple. Et du coup, si tu es faible en dévers, pourquoi pas commencer par le dévers avec les macros, là, dans mon exemple. Mais l'idée, c'est que tu vas placer ce qui te pose le plus de problèmes en premier dans ta séance, et aussi par degré d'intensité physique. C'est-à-dire que, par exemple, la dalle, si c'est pas une dalle très physique, ça va te demander moins de ressources physiques qu'un bloc dans le dévers avec des macros, avec des grosses compressions. Donc tu peux te dire, ok, je vais mettre le bloc en dévers en premier, la dalle en deuxième pour, entre guillemets, récupérer un peu et pas me cramer complètement dès le début de séance, et après je vais faire le vertical petite prise, et en dernier, je vais faire la coordo. L'ordre des blocs est assez important, parce qu'en fonction de tes points faibles, de ce que tu as besoin de développer, etc., en fait, plus tu le fais en début de séance quand tu as beaucoup d'influx disponibles, plus ça va être productif, pour faire vraiment très simple.
Donc, je te conseille vraiment de timer. Tu mets un chrono, 30 minutes par bloc, c'est vraiment important. Pourquoi ces 30 minutes sont vraiment importantes? Parce que ça va faire le lien aussi avec la règle des 7 essais dont je vais te parler plus tard dans le podcast. C'est que sur cette séance de bloc max, tu veux prendre des temps de repos qui sont vraiment longs. Et qu'est-ce que j'appelle un temps de repos qui est vraiment long? C'est que tu te dis que tu prends minimum 1 minute de repos par mouvement difficile. Donc si tu décolles du sol, que tu fais 3 mouvements, et que sur ces 3 mouvements, tu as vraiment forcé à fond, il te faut minimum 3 minutes de repos pour espérer remettre un essai ensuite qui soit productif. Au maximum, tu vas prendre 6 minutes, donc 2 minutes par move dur, parce que ça reste de l'entraînement, c'est pas non plus de la performance. Là, c'est un disclaimer aussi, je sais qu'en 6 minutes, t'as pas le temps de récupérer à 100% de 3 mouvements hyper intenses. Mais ça reste une séance d'entraînement, et c'est ça la nuance, c'est pas une séance de performance. Là où sur la séance de performance, je pourrais te conseiller de te reposer comme par exemple 15 minutes entre deux runs, même 30 minutes parfois, d'aller faire une petite marche entre temps. Là, vraiment, c'est de l'entraînement, faut que ça reste court et intense, mais avec des temps de repos qui sont quand même conséquents pour garder un maximum de qualité possible dans la séance. Ça, c'est hyper important de faire la nuance et que je t'explique tout ça dans ce podcast. Et donc, une fois que tu as choisi tes 4 blocs différents, que tu sais que tu vas passer 30 minutes environ par bloc, que tu sais que tu dois te reposer environ 1 minute par mouvement dur, là, ce que tu dois te dire, c'est quel est mon objectif de la séance? Est-ce que mon objectif de séance, c'est juste de faire un peu n'importe quoi dans ces blocs-là, tant que je force, c'est bon? Ou est-ce que je dois être dans une logique d'apprentissage du mouvement et de quand même vouloir sortir le bloc? C'est là où du coup je ramène de la nuance et que c'est important, c'est que oui, en fait, tu vas te mettre dans un processus de travail des blocs, c'est-à-dire que là, je prends l'exemple où tu vas par exemple faire le bloc hors dévers sur les macros prises. Ben, dans ce bloc-là, ton objectif numéro 1, ça doit être faire au moins une fois chaque mouvement du bloc. Et là, du coup, ton objectif, c'est, ok, je fais le mouvement numéro 1, enfin, je décolle du sol, je fais le mouvement numéro 1, je prends un temps de repos, 2 minutes de repos par exemple. J'essaye de me mettre dans la position d'arrivée du move numéro 1, je décolle du sol, j'essaye de faire le mouvement numéro 2, tenir la position d'arrivée, ok, je me repose 2 minutes, etc., etc. Et imaginons que le bloc fasse 8 mouvements, bah vous avez fait ça, vous avez déjà passé comme 15-20 minutes dans le bloc. Une fois que c'est fait, du coup là vous pouvez passer à l'étape numéro 2, qui est d'essayer d'enchaîner des sections. Où là vous pouvez vous dire, ok, bon bah en fait, je pense que du mouvement numéro 1 au mouvement numéro 4, c'est enchaînable. Du coup, je vais vraiment prendre un petit temps de repos, par exemple 2 minutes après que j'ai fait le mouvement numéro 8, et je vais essayer de faire du coup le bloc en partant du mouvement 1, donc en décollant du sol, en allant jusqu'au mouvement numéro 4, je m'arrête, et là je reprends par exemple 4 minutes de repos, et après j'essaye par exemple de faire du mouvement numéro 4 au mouvement numéro 8. Donc là, normalement, si vous avez respecté ce processus de je fais tous les mouvements, ensuite j'essaye de le caler en section, vous êtes déjà très proche des 30 minutes. Et vous avez déjà fait une séance hyper productive, enfin là du coup c'est pas une séance parce que c'est qu'un bloc sur 4, mais vous avez déjà la structure de la séance qui est hyper productive. Maintenant, en général, si vous avez été efficace et que vous avez réussi à faire tous les mouvements, que vous avez plus ou moins le bloc en 2 sections, s'il vous reste un peu de temps, éventuellement, vous pouvez mettre un run en partant du début, en vous disant, ok, j'essaye vraiment de topper le bloc, et là, du coup, si vous le topez, c'est que c'était pas vraiment un bloc max, et du coup, ça vous servira de repère pour votre prochaine séance en vous disant, ok, je peux viser plus haut en termes d'intensité, c'était pas assez intense. Mais normalement, si l'intensité est bien dosée, faire tous les mouvements séparément, ça doit être dur, mais ça doit être faisable. Vraiment, à 90%, il n'y a pas des mouvements qui doivent vous paraître impossibles. Vous devez quand même pouvoir bouger dans les blocs en termes de mouvement. Vous ne devez pas juste tenir la position et être complètement ouvert. Vous devez pouvoir bouger un peu entre les prises. Au moins pendant un mouvement, c'est ce que je disais dans l'exemple. Et après, une fois que vous avez calé en 2 sections, par exemple, en fait, normalement, c'est que c'est déjà le temps de passer au bloc suivant pour éviter aussi tout ce qui est blessure de surutilisation. Je vais en reparler dans les erreurs courantes, mais l'erreur la plus courante que je vois tout le temps et que je corrige tout le temps en coaching, surtout avec des gens qui viennent et qui avaient déjà des douleurs ou qui se sont déjà blessés, c'est qu'on va travailler le même bloc pendant 2 heures, on va pas se reposer assez, etc., etc. Et du coup, ça crée des blessures de surutilisation et c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Donc je résume un peu cette partie-là. Vraiment, dis-toi, si ton objectif c'est la polyvalence, voilà, que tu es un grimpeur de salle, etc., ce qui est en gros 80% des personnes qui écoutent ce podcast, enfin je sais pas les statistiques exactes, hein, mais je sais que toutes les personnes qu'on coach et les gens qui m'envoient des messages par rapport au podcast, etc., on se situe, je m'inclus dedans, plus ou moins dans cette catégorie. Donc cette séance-là, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là aussi, elle sera hyper pertinente pour toi. Tu prends 4 blocs de styles différents, une dalle, un dévers avec des macros, un vertical petite prise, une coordo. Voilà, ça, tu varies un peu comme tu veux en fonction de ton style et tes objectifs, mais ça c'est une bonne polyvalence. 30 minutes par bloc. Objectif numéro 1 de la séance, faire tous les mouvements. Une fois que tu as fait tous les mouvements dans un bloc donné, tu essayes de le diviser en sections et d'enchaîner ces sections-là séparément. Et en général, normalement, si l'intensité est bien dosée, donc que tu es dans la bonne tranche d'intensité, ça doit être difficile. Tu dois pas être capable d'enchaîner le bloc, donc d'avoir assez de temps et assez d'énergie pour mettre un essai en partant du sol pour essayer de le topper. Ça peut être très frustrant de travailler comme ça,
Mais je pense que c'est vraiment important de se détacher de l'objectif de sortir les blocs et de garder ça vraiment pour les séances de performance, surtout dans les blocs durs, et que la séance de volume, elle est là pour ça aussi, te forcer à flasher les blocs et topper les blocs, etc. Et que c'est pas vraiment important, selon moi, sur très peu de séances données, hein. Par exemple, là, un cycle de force au niveau bloc max, ce serait 6 séances, donc 3 semaines, 2 séances par semaine. Bah, sur 6 séances, si vous topez pas grand chose, c'est pas trop grave parce que vous avez des séances de grimpe libre à côté, vous avez des séances de volume à côté. Voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va vous casser votre dynamique d'apprentissage et de dopamine, on va dire, où vous sortez des blocs et vous êtes fier de vous. Parce que aussi, si vous doublez ces séances-là, vous allez énormément apprendre et souvent à la deuxième séance, ça va sortir et du coup, etc., etc. Et du coup, voilà, vous vous sentez progresser. C'est ça qui est hyper satisfaisant aussi, pardon. Ensuite, du coup, je vais te parler de la différence entre, bah, du coup, la polyvalence que j'ai décrit juste avant dans la structure classique et si tu veux te spécialiser. Qu'est-ce que j'appelle se spécialiser? C'est par exemple, tu te spécialises dans un certain style d'escalade, par exemple, l'escalade en extérieur, dans des blocs déversants ou sur de la board, enfin voilà, tu peux vraiment te spécialiser dans un peu tout ce que tu veux. Je déconseille fortement la spécialisation tant que vous n'avez pas vraiment atteint vos limites de progression naturelle, entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle les limites de progression naturelle? C'est vraiment si vous enchaînez les cycles sans réel objectif précis, vous devez progresser un peu dans tous les styles, etc. à vitesse constante. Et à un moment, si vous n'avez pas un objectif précis, vous allez atteindre vraiment un plateau. Je prends un exemple, là, dans mon grimpeur qui est à l'aise dans le rouge dans la salle et qui fait des blocs noirs de temps en temps en bloc max, enfin du coup en bloc performance, et ben en fait, ça se trouve ce grimpeur-là, son niveau c'est environ 7 à bloc en termes de niveau de bloc. Et s'il veut vraiment passer au 7B, il va falloir qu'il se spécialise dans un certain style ou dans un certain objectif pendant une petite période pour vraiment passer au 7B et passer un cran. Et après, c'est en faisant de plus en plus de 7A+, de 7B, etc. qu'il va réussir à conserver ce niveau sur du long terme. Mais du coup, voilà, c'est un peu dur de donner des consignes générales pour cette spécialisation versus la polyvalence, etc. Mais vraiment, ce que j'ai envie de dire en fait dans cette partie-là, c'est souvent, je vais prendre l'exemple des grimpeurs d'exté contre les grimpeurs de salle. En général, les grimpeurs d'exté, on est beaucoup plus spécialisé sur tout ce qui va être grimpe sur board, grimpe en dévers, etc. Et du coup, dans ces séances de bloc max, on peut se spécialiser aussi. Donc par exemple, grimper que sur la kilter, par exemple, dans sa séance de bloc max. Mais là, du coup, ça revient à ce que je disais dans le podcast avec Vadim. On a fait tout un épisode là-dessus. En fait, il va falloir, du coup, à ce moment-là, varier les préhensions, varier éventuellement peut-être l'inclinaison, etc. Donc, par exemple, un bloc sur pince, un bloc sur plat, un bloc sur réglette, et pas faire 3 blocs sur réglette. Ça, c'est hyper important. Et du coup, dans ce cas-là, on peut passer peut-être un peu plus que 30 minutes par bloc. On peut passer comme 3 fois 40 minutes ou 3 fois 45 minutes. C'est ok tant qu'on dépasse pas 2 heures et quelques de séance. Enfin, selon moi, hein, pour la plupart des grimpeurs, c'est toujours pareil. C'est des généralités dans ce podcast. C'est pas parce que vous faites une séance de bloc max de 3 heures que vous allez vous blesser, surtout si vous prenez des longs temps de repos. Mais pour la plupart des grimpeurs, déjà au bout d'une heure et demie, vous avez plus d'influx, c'est plus possible de faire une séance qualitative. Donc déjà 3 fois 30 minutes dans 3 blocs différents, ce sera déjà très bien. Mais donc du coup, dites-vous que voilà, sur cette séance de bloc max, vous n'êtes pas obligé d'être polyvalent, vous pouvez vous spécialiser. Si vous avez vraiment un point faible clair, par exemple, vous êtes voilà, je vais parler de la voix pour le coup parce que ça peut être pertinent. Si vous êtes un grimpeur de voix qui a du mal dans le dévers, par exemple, ça peut valoir le coup de faire des séances de bloc max que dans le dévers pour vraiment casser ce plateau que vous avez sur le dévers, sur la gestuelle, sur la force, etc. En faisant par exemple des séances de kilterboard, de moodboard et tout, pour vraiment passer un cap là-dessus. Maintenant que c'est dit un peu cette histoire de spécificité versus la polyvalence, etc. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller réécouter, il me semble que c'est la partie 2 du podcast avec Vadim. Alors j'ai un doute si c'est la partie 1 ou la partie 2. Je crois que la partie 1 c'était le volume et la partie 2 c'était le bloc max. Mais pareil, je vous invite à aller écouter de toute façon les deux parties parce que c'est vraiment une masterclass, ce podcast avec Vadim sur la kilter. Maintenant que je t'ai parlé de tout ça, il faut que je te parle du coup de l'erreur classique dont je t'ai déjà parlé un peu avant, que font la plupart des grimpeurs et qui te limite en fait dans ta progression. Donc cette partie-là, elle va être un peu plus courte, mais en gros, l'erreur classique que je vois chez absolument tous les grimpeurs quasiment, enfin du coup qui veulent progresser et qui ont besoin d'aide pour structurer un peu leur pratique et passer un cap, c'est vraiment de confondre bloc max et performance en voulant absolument topper les blocs dans sa séance de bloc max et de pas être satisfait de soi si tu sors de ta séance en te disant ah j'ai topé aucun bloc, je suis une merde. Vraiment, je suis sûr cette phrase on se l'est déjà dit plein de fois, je me la suis déjà dit à moi-même. Oh là là, j'ai rien topé aujourd'hui, je suis vraiment une merguez, je suis nul en escalade, j'ai rien fait de productif. Alors qu'en fait, si tu te détaches de cet objectif de sortir le bloc et que tu te dis ok, est-ce que j'ai fait tous les mouvements du bloc? Oui. Ok, est-ce que j'ai réussi à le découper en deux sections? Oui. Bon, en fait, j'ai énormément progressé et si je reviens dans 3-4 jours et que je fais une séance numéro 2, bah, je vais peut-être débloquer en une section et demie. Alors, enfin, ça n'existe pas en une section et demie, hein, mais par exemple, au lieu de faire du mouvement 1 à 4 et 4 à 8, je vais peut-être faire du mouvement 1 à 6 et après du mouvement 6 et 8, par exemple, avec 30 secondes de repos.
Donc là, avec 30 secondes de repos, ce serait plus une séance de bloc max, ce serait une séance de performance. Mais voilà, je vais pas encore me perdre dans la séance de performance parce que c'est pas le sujet du podcast. Là, le sujet du podcast, c'est la séance de bloc max. Donc pour moi, l'erreur classique, et qu'il faut absolument que tu sortes de ta tête, c'est de vouloir topper les blocs et d'associer la réussite de ta séance de bloc max au fait de j'ai topé des blocs durs et je suis fier de moi parce que j'ai topé des blocs durs. Je veux te casser là cette croyance limitante et te dire que faut que tu sois fier de toi. Si tu sors de ta séance de bloc max en te disant j'ai fait des mouvements difficiles, j'ai pris des temps de repos conséquents, j'ai mis de la qualité à chaque run et j'ai vraiment fait quelque chose de productif en termes d'apprentissage gestuel en mettant de l'intensité dans les mouvements. Ça, c'est vraiment un shift que j'ai eu peut-être un peu trop tard dans ma pratique, mais qui m'a vraiment fait progresser de manière exponentielle. Je pense qu'en gros, si vraiment je schématise, hein, c'est ça qui m'a fait passer du niveau 7 kilter à 8 kilter pour faire vraiment un énorme parallèle. Après, qu'est-ce qu'on appelle vrai niveau 8 kilter, etc. Pareil, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Je vous invite à aller voir les palmarès, que ce soit sur les logbooks ou ce genre de trucs. Mais voilà, après, on appelle qui on veut grimpeur de X cotation. Je dis juste que voilà, j'ai topé, je sais pas, une quarantaine de Vita sur la kilter, donc j'en ai sorti pas mal. Est-ce que c'est des vrais Vita? Est-ce que c'est pas des vrais Vita? Voilà, là, je vais pas rentrer dans des débats de cotation. Je me mets juste sur l'application, je vois Vita, ok, j'essaye, je fais, etc. Bref, je me perds un peu. Mais tout ça pour dire que il faut vraiment que tu sois fier de toi. Si tu sors de ta séance en te disant j'ai fait des mouvements difficiles, j'ai appris des choses en termes de gestuelle, par exemple, j'ai débloqué un mouvement. Moi, ça m'a fait ça vraiment récemment. Là, donc là je raconte ma vie, je me permets. Je fais beaucoup de moonboard récemment, donc sur la moonboard 2016. Et il y avait un mouvement. Alors peut-être que ceux qui font de la moon vont se reconnaître. Moi, je suis assez grand. Je fais 1m80. J'ai 1m87 d'allonge. Donc tout ce qui est départ assis, c'est horrible en termes de levier et je suis hyper faible sur les départs assis. Donc il y a un facteur, on va dire, bras de levier et il y a aussi un facteur où je suis pas bon sur les inversés, etc. Donc vraiment double peine. Et en fait, il y a une prise blanche tout en bas. Alors j'aurais pas la ref de la prise, enfin le code de la lettre et du chiffre, mais en gros il y a une prise blanche vraiment tout en bas où il y a pas mal de blocs qui démarrent avec cette prise là, et c'est une inversée en fait qu'il faut prendre de profil, et c'est vraiment un mouvement horrible où en fait tu décolles les fesses de allez, 5 centimètres à peine, et tu dois rester en blocage et envoyer la main droite beaucoup plus haut. Et en fait j'ai compris la position dans une séance de bloc max, où vraiment je me suis dit ok là mon seul objectif c'est d'essayer de décoller mes fesses du sol et de comprendre la position et de forcer à fond pour vraiment décoller mes fesses du sol. Et j'ai vraiment débloqué ce mouvement-là. Ça m'a fait un déclic. Et ensuite, maintenant, sur toutes mes séances où il y a ce mouvement-là dans les séances de moonboard, que ce soit du volume, du bloc max ou autre, en fait, maintenant, j'arrive à décoller du sol de manière plus ou moins systématique. Après, voilà, bien sûr, si un jour je suis pas en forme, etc., je vais pas réussir à le faire. Mais à un niveau d'intensité où je suis en forme, je me dis, bon, voilà, même si j'ai que 80% de ma force max, je vais quand même réussir à faire ce mouvement-là parce que j'ai appris le mouvement. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir aussi comme déclic lors de sa séance de bloc max, c'est d'avoir un apprentissage gestuel et te dire, ok, je sors de ma séance en ayant appris des choses en termes de gestuel, en termes de placement, en termes je sais pas, de gainage, de respiration, de là, si je bloque ma respiration et que je fais le mouvement, ça passe, si je respire en même temps, ça passe pas. Ce genre de choses, en fait, il faut être hyper conscient de tes sensations. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la partie suivante, qui est pourquoi travailler les mouvements, c'est essentiel. Donc pour moi, c'est essentiel de faire cette séance de bloc max pour progresser, parce qu'on parle souvent de la notion de transfert entre la prépa physique et la grimpe, et pourquoi certaines personnes sont mutants sur la poutre et d'autres sont mutants en escalade et nuls sur la poutre, etc. Et on essaye de faire des comparaisons. Et je dis ça parce que j'ai été coupable de ce truc-là aussi, hein, et même dans les suivis, quand on fait des bilans des tests, etc., je fais encore des comparaisons de ce genre d'un point de vue statistique, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de nuances à ça. Et en fait, on va se dire, ok, en fait, je fais telle intensité sur la poutre, je devrais faire telle cotation dans mon bloc max. Sauf qu'en fait, si tu n'as jamais pris le temps de transférer cette intensité dans le mouvement, sur le mur d'escalade, en justement te concentrant sur juste faire les mouvements, avoir les sensations, forcer à fond, etc., en fait, ça ne se transférera pas, parce que la poutre, en fait, c'est un environnement qui est tellement contrôlé et tellement simple en termes d'exécution technique que comparé à un mouvement complexe où il faut engager toute la chaîne de tirage, la chaîne de gainage et la précision de la main libre pour arriver sur la bonne prise à la bonne intensité, etc. En fait, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça en fait qu'il y a des grimpeurs qui sont mutants physiquement sur la poutre qui grimpent très très mal, et inversement des grimpeurs qui grimpent très très bien et qui sont pas très bons sur la poutre, parce qu'en fait c'est des degrés d'intensité que vous êtes capable de mettre dans vos mouvements, et ça du coup c'est vraiment essentiel de comprendre que la séance de bloc max elle est là pour ça. Elle est là pour faire le transfert entre ce que tu fais en prépa physique pour te donner la capacité de, et vraiment mettre de l'intensité dans tes mouvements de grimpe et ne pas te blesser en le faisant. Parce que c'est aussi
un des pièges, et du coup je vais en reparler tout à l'heure avec la règle des 7 essais, etc., c'est qu'en fait, on peut se dire, bon bah en fait, pour progresser, je vais faire que des séances de bloc max, ça a l'air d'être incroyable, je fais des mouvements durs, je progresse, etc. Sauf que pour faire des séances de bloc max qui sont productives, il faut avoir les prérequis en termes de capacité à forcer, capacité à récupérer entre les séances, etc., etc. D'où le fameux cycle de volume qu'on fait juste avant un cycle de force, ou le cycle de capacité, etc. On l'appelle comme on veut, mais vraiment, c'est hyper important d'avoir cette logique en tête et de se dire que la séance de bloc max, elle est là pour t'aider à transférer tes qualités physiques dans ton escalade, pour en gros rattraper le gap entre ta cotation théorique sur la poutre et ta vraie cotation que tu es capable de faire dans la vraie vie. C'est très très résumé, je sais que c'est très synthétique, ça mériterait beaucoup de nuances, ça mériterait un épisode en tant que tel pour parler juste de cette notion de transfert entre la prépa physique, etc. et pourquoi certains transfèrent, d'autres ne transfèrent pas, etc. Il y a tellement de facteurs qui jouent, mais là du coup je vais juste rester sur ce constat très simple et cette logique très simple. C'est qu'en fait la séance de bloc max elle existe pour que tu puisses vraiment progresser en fait, tout simplement, mettre de l'intensité dans des moves, apprendre à forcer sur des mouvements, et après en fait si tu appliques cette logique de je top des blocs et j'essaye de flasher à ma séance de volume, je fais des mouvements hyper durs et j'arrive à mettre de l'intensité dans ma séance de bloc max, si on fait une sorte de combo des deux, ça donne en fait la séance de performance où en fait t'essayes vulgairement de flasher le truc le plus dur possible, et en fait du coup ça donne les fameuses séances de performance. Donc c'est très très raccourci, je sais que c'est pas très précis là ce que je suis en train de dire en termes de science, etc., que je pourrais beaucoup plus rentrer dans les détails, mais en fait c'est vraiment juste ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la séance de bloc max te permet de faire le transfert entre ta prépa physique et ton vrai niveau de grimpe, si tu as déjà la capacité de, et c'est hyper important d'avoir ce truc là en tête, donc je le répète, la séance de bloc max, elle sert à faire le transfert entre la prépa physique, où tu t'es donné la capacité de, et ton vrai niveau d'escalade sur le mur, dans tes séances de performance. C'est vraiment un peu le lien qui permet de passer du coup d'une phase un peu de volume à vraiment parfait sur les séances de performance. Enfin moi je le vois comme ça personnellement, pour faire vraiment très court en termes de schéma, et je pense que c'est une vision qui est plutôt juste en termes de spectre d'intensité, c'est-à-dire que tout à gauche vous avez le volume très très facile, au milieu vous avez le volume un peu plus dur, le bloc max, et ensuite la performance qui est tout à droite, pour vous donner un ordre de grandeur. Et on pourrait même dire que la performance, c'est une intensité qui est moindre que le bloc max, parce que en fait, l'intensité intrinsèque des mouvements serait moins dure que sur une séance de bloc max où vous n'êtes pas capable de faire les moves en fait. Je sais pas si c'est très clair aussi, là je suis en train de me perdre, donc je vais surtout passer à la partie suivante pour vous donner des conseils plus précis. Mais voilà, pour cette partie-là, retiens que pourquoi c'est essentiel de travailler des mouvements durs, c'est vraiment pour faire le transfert entre tes capacités physiques théoriques, ou du coup sur la poutre, ou en prépa physique ou quoi, et ton vrai niveau de grimpe sur le mur, et la séance de bloc max, elle est là pour ça. Donc partie suivante, c'est un peu une partie de transition pour dire en fait, pour anticiper une question qu'on me pose souvent, c'est que faire si un mouvement est trop dur ou trop facile. Donc je prends un exemple très concret. Voilà, vous êtes censé faire au moins un ou deux mouvements, vous décollez du sol, vous tenez à peine la position et vous tombez. Que faire? Alors là, il y a plusieurs options. Moi, je pense que quand vous êtes en salle commerciale, le piège, en fait, c'est de penser que vous n'avez pas le droit d'utiliser les autres couleurs des prises, donc les prises qui sont sur le mur, qui sont pas dans votre bloc, pour vous aider et pour, en fait, rendre le mouvement un peu plus facile. Donc, en fait, c'est totalement OK pour moi de travailler un mouvement avec des meilleurs pieds, par exemple, et après, une fois que vous êtes vraiment à l'aise sur la tenue de prise, la gestuelle globale de ce mouvement-là, etc., de faire un peu ce qu'on pourrait appeler de la surcharge progressive, où vous enlevez les bagues de pieds et vous mettez les vrais pieds du bloc. Ça, c'est une logique qu'il faut avoir en tête, et que ça peut être aussi, par exemple, de vous autoriser une prise intermédiaire pour faire une relance, pour vraiment comprendre le blocage, le gainage, etc. Donc en fait, ça, l'idée de cette partie-là, et pourquoi je voulais en parler, c'est qu'il faut sortir de la logique commerciale des salles de bloc, de la consommation des blocs, où en gros, on est là pour faire tout le circuit d'une certaine couleur, on flash ou on passe, et on cherche pas trop à apprendre. Ça, ce serait un peu ce qu'on pourrait appeler une séance de performance ou une séance plaisir ou quoi, où juste voilà, on essaye de flasher les trucs les plus durs possibles, on passe à la suite si ça passe pas, et on s'acharne pas, on cherche pas à comprendre, etc. Et en fait, si vous faites ça sur toutes vos séances, vous n'allez jamais apprendre, et par définition, si vous n'apprenez pas, vous stagnez parce que vous ne mettez pas en place des actions pour vous permettre de passer au niveau supérieur, parce que vous ne prenez pas le temps de comprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est très résumé, c'est pareil, ça reste un podcast flash.
Mais en gros, si un mouvement est trop dur, autorisez-vous à modifier un peu les conditions en rajoutant un pied, en ayant quelqu'un qui vous déleste un petit peu, donc qui vous tire un peu les hanches pour vous délester de 5 à 10 kilos. Voilà, n'hésitez vraiment pas à faire appel à des gens aussi pour vous aider à vous mettre dans une certaine position, pour que ce soit plus facile de démarrer du mouvement numéro 3 par exemple. C'est vraiment ces petits détails qui peuvent faire la différence entre une séance où vous forcez pile dans la bonne intensité et une séance où vous vous faites ouvrir et vous savez pas quoi faire. Et du coup, pareil, si un mouvement est trop facile, bah du coup tu peux supprimer un pied ou t'autoriser par exemple de prendre la prise que à 3 doigts au lieu de 4. Il y a plein de petites variantes comme ça qui sont possibles, qui peuvent rendre la séance beaucoup plus intéressante. Je peux même aller jusqu'à dans des parallèles où, par exemple sur la kilter, si vous faites tous les mouvements assez facilement à 50 degrés et qu'il n'y a personne et que c'est faisable, etc., vous inclinez à 55 degrés pour voir si vous arrivez quand même à faire les moves avec 5 degrés de plus. Ça peut être ce niveau d'optimisation, entre guillemets, pour ajuster un peu l'intensité pour si c'est trop facile, si c'est trop dur, etc. Ensuite, du coup, ça me permet de faire la transition avec la règle des 7 essais, donc le chiffre 7. C'est quoi cette règle? Alors déjà, il me semble que je l'ai entendu, c'était dans le podcast de Eric Hurst ou dans son livre Training for Climbing. Il me semble que ça vient de là. Je fais peut-être une erreur en disant ça, j'ai pas vérifié mes sources avant, mais il y a 90% de chances que ça vienne de là, connaissant mes sources, etc. Mais en gros, la règle des 7 essais, elle dit que si vous vous améliorez pas entre l'essai numéro 1 et l'essai numéro 7, là pour le coup ce serait plus pour la séance de performance, il faut juste passer à la suite. Il faut passer à la suite et vous n'arriverez pas à le faire à l'essai numéro 8. Après c'est pas une règle universelle, hein. Il y a des fois où il y a des conditions qui vont faire que vous arrivez à le sortir à l'essai numéro 8. Mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que il faut avoir un degré d'acharnement dans la séance de bloc max, où par exemple vous allez faire le mouvement numéro 1, vous essayez une fois, ça marche pas. Vous essayez une deuxième fois, ça marche pas. Mais ça marche un peu mieux que la fois numéro 1, etc., etc. Et en fait, quand est-ce que vous savez qu'il faut absolument passer au mouvement numéro 2 et arrêter de tryhard le mouvement numéro 1? C'est si vous avez mis 7 essais d'affilée et que vous sentez que vous avez très peu de progression sur le mouvement en lui-même. En fait, même déjà 7 essais pour juste un seul mouvement, ça me paraît déjà beaucoup trop. La règle des 7 essais, c'est une règle globale, plus pour une séance de performance, où quand vous voulez vraiment, par exemple, sortir un bloc en entier, vous vous dites, ok, là en fait j'ai 7 runs maximum dans ma séance, voire même des fois on en a que 2 ou 3 hein, dans la vraie vie, si on compte pas les runs d'échauffement, etc. Et en fait déjà souvent, si ça sort pas au deuxième run, ça sortira pas au troisième. Et du coup, en fait, cette règle, elle est là pour dire que si on adapte un peu cette règle à la séance de bloc max, et que ça permet en fait de respecter plus ou moins les 30 minutes par bloc, c'est une règle qu'il faut avoir en tête en vous disant que au global, dans ces 30 minutes, vous avez en gros à peu près 7 essais qualitatifs et qu'il faut vraiment rentabiliser le plus possible ces essais-là. Donc déjà, si votre bloc il fait 6 mouvements, bah en fait, vous avez un essai par mouvement et après peut-être un essai pour faire section 1 plus section 2. Du coup, ça compterait comme 2 essais parce que vous prenez du repos entre les deux. Mais voilà, vous avez l'idée globale. Et en fait, cette règle des 7 essais, elle reviendra aussi du coup dans le podcast sur la séance de performance. Mais voilà, en gros, gardez en tête que là, je pense que sur la séance de bloc max, je prends pas trop de risques en disant ça. Si vous essayez vraiment à fond un mouvement donné et qu'à la troisième ou à la quatrième fois ça ne passe pas et que vous faites pas de progrès, et ben en fait il faut passer au mouvement suivant. Il faut pas s'acharner, il faut se dire ok bon bah j'ai essayé 3 fois le move numéro 1, j'ai tout donné, je me suis bien reposé, etc. J'ai bien brossé les prises, mes mains elles étaient sèches, etc. Enfin il n'y a pas de conditions où je peux blâmer les conditions et pas mon niveau à moi on va dire. Bah là vous vous dites ok je passe au mouvement d'après et comme ça vous vous acharnez pas sur un seul mouvement en particulier pour garder une certaine variété gestuelle et surtout pour éviter les risques de blessure parce que très souvent en fait ça me permet de faire la transition avec la partie suivante sur l'erreur c'est de s'acharner trop souvent. Mais avant de faire la transition, pardon, pour résumer cette règle des 7 essais, ça revient à faire environ 30 minutes par bloc, donc c'est ce que je vous ai dit dans la structure de la séance globale. Donc 7 essais de qualité avec des repos longs, ça battra toujours 7 essais pas très focus avec des repos courts. C'est tellement logique, mais je le redis. Et donc la qualité, c'est vraiment supérieur à la quantité. C'est ce qu'il faut vous dire pour cette séance de bloc max. Voyez-le vraiment comme si vous aviez un fusil avec 40 cartouches et qu'il faut pas gâcher les munitions. C'est une blague qui revient souvent, ce truc de pas gâcher les munitions. Mais dites-vous que vous allez à votre séance avec un fusil avec 40 cartouches et il faut pas gâcher les munitions. C'est 40 runs, pas un de plus. Donc voilà, si je reprends la moyenne du nombre de runs par bloc, etc., enfin, du nombre de mouvements total sur la séance. Voilà, dites-vous que vous êtes là pour pas gâcher les munitions, c'est vraiment important. C'était un peu pour résumer cette règle des 7 essais. Et du coup, pour faire la transition avec la partie suivante, en fait, l'erreur que font la plupart des grimpeurs, j'en ai été coupable pardon, pendant beaucoup de temps, c'est de s'acharner beaucoup trop longtemps dans les blocs. En fait, c'est une erreur pour plein de raisons, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, mais en fait, c'est une erreur parce que tu vas accumuler trop de fatigue, même locale, au niveau de certains muscles, et ça peut te limiter, en fait, même dans ta récup globale sur ta semaine.
Je prends un exemple assez concret, mais imaginons qu'il y a un mouvement qui stresse particulièrement ton majeur et ton annulaire sur la main droite, en semi-arqué par exemple. Mais en fait, si tu accumules trop de fatigue sur ce pattern de mouvement-là précis, même 2 ou 3 jours après, en fait, tu auras encore de la fatigue résiduelle sur ce mouvement-là, donc qui est en gros la préhension semi-arquée. Et dans tous les blocs ou dans toutes les voies ou dans tout ce que tu vas grimper où il faut vraiment semi-arquer et être efficace là-dessus, tu vas être beaucoup moins efficace. Donc en fait, tu perds en qualité globale sur ta semaine parce que tu t'es acharné trop longtemps dans un bloc donné. Là où ça peut être intéressant de s'acharner, c'est dans une séance de performance, si vraiment certaines conditions sont réunies, mais j'en reparlerai dans le podcast sur la séance de performance. Mais en gros, voilà, si vous êtes en fin de trip, que vous allez partir dans 2 heures et que vous êtes à 2 doigts de sortir votre bloc ou votre voie, et que remettre un run, ça peut potentiellement être le run de la réussite, et ça peut entre guillemets vous délivrer de sortir votre projet et passer à la suite, souvent ça peut être hyper rentable, et le fait d'avoir un peu cette adrénaline de c'est maintenant ou jamais, ça peut vous débloquer quelque chose en termes de réussite. Donc il y a de la nuance, toujours pareil, il faut avoir un peu un regard un peu critique là-dessus et après calculer un peu le risque coût-bénéfice. Hein. Je prends quoi comme risque en termes de risque de blessure si je remets un run là, comparé à mon potentiel de sortir le bloc. Après voilà, ça c'est des considérations qu'il faut avoir quand on grimpe, mais il y en a qui pourraient dire que c'est mauvais de penser comme ça, parce que si on pense au risque de blessure avant même de commencer à grimper, en fait on a un effet un peu nocebo, ou peut-être qu'on va inconsciemment se blesser, enfin on peut pas se blesser inconsciemment, mais vous voyez où je veux en venir. Donc ça, c'est d'autres considérations, prépa mentale, etc., où je vais pas du coup me perdre là-dedans dans ce podcast-là. Mais vraiment, si toi, là, je peux te donner un conseil qui écoute ce podcast pour éviter de te blesser, vraiment, si tu respectes cette règle des 30 minutes par bloc, tu ne vas quasiment jamais te blesser parce que tu n'auras pas assez de surutilisation sur une préhension particulière ou sur un mouvement particulier pour vraiment accumuler trop de fatigue sur des muscles ou des structures données pour avoir vraiment des douleurs qui arrivent. C'est une règle générale. Tu peux te blesser en un mouvement, comme tu peux te blesser, comme tu peux ne pas te blesser en 150 mouvements. Mais c'est vraiment un conseil général que je pense qu'il faut retenir. Chronomètre, 30 minutes par bloc, et tu es sûr de ne pas faire d'erreur, parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils se blessent, ça va être souvent en salle, par exemple, sur des coordinations. Tu vas te faire une cheville parce que tu as mis 25 essais, et ça fait 1 heure que tu es sur le bloc, et tes muscles de la cheville ont fatigué, et du coup, bah, tu te fais une entorse, etc., etc. Et voilà, ça, c'est vraiment une erreur classique. Donc, si je peux t'éviter cette erreur-là, avec juste cette petite partie sur l'erreur la plus classique, c'est de s'acharner trop longtemps, moi, je considère que déjà, mon podcast, il a été hyper rentable en termes de valeur ajoutée. Ensuite, je continue un peu l'aspect moralisateur, mais c'est hyper important en tant que coach que je parle de tout ça, c'est savoir s'arrêter. Il faut absolument que tu saches quand arrêter ta séance, et souvent, la séance de bloc max, il faut l'arrêter, même avant les 2 heures, si tu sens que tu baisses en qualité, donc moins d'influx, moins de puissance, moins de tenue de prise, moins de force de contact, moins de gainage, un peu moins de lucidité. En fait, tout ça, c'est des petits indicateurs qui vont te dire, ok, là, je commence à fatiguer, et il faut pas que j'aille creuser trop loin dans cette fatigue. Et mieux vaut faire une séance qui dure 1 heure et demie, qui soit hyper productive, que tu sentes que tu commences à fatiguer au bout d'1 heure et demie et que tu t'arrêtes à ce moment-là, et que tu prennes 2-3 jours de repos, et que tu reviennes pour faire une séance de bloc max numéro 2, si possible dans les mêmes blocs, c'est carrément possible. Après voilà, toujours pareil, à prendre en compte le degré de récupération sur certains patterns de mouvement, etc. Mais vraiment, en fait, arrête ta séance quand tu sens soit une baisse de puissance, soit une baisse de qualité gestuelle, soit une baisse d'attention. Vraiment, tu n'es plus assez attentif dans tes runs, tu vas mettre des petites zipettes, tu vas oublier certaines choses, je sais pas, tu vas oublier de poffer avant de partir dans le bloc. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais en fait, si vous êtes distrait par des gens avec qui vous parlez ou quoi, ou un truc qui se passe dans la salle, ça peut très vite arriver, ce genre de petites distractions. Et ça fait la différence entre un run où bah voilà, vous avez poffé, vous êtes en condition, vous avez revisualisé le bloc avant de partir, et vous avez mis votre magne il y a 1 minute 30 parce qu'il faut absolument que ce soit votre tour là sur la kilter parce qu'il y a 10 personnes qui passent. C'est pas du tout pareil. Donc ça aussi, l'environnement joue énormément pour faire une séance de qualité. Et là, pareil, c'est pas un podcast sur l'environnement, c'est pas un podcast philosophique. C'est des conseils concrets pour t'aider à progresser. Donc vraiment, partie très courte, mais apprends à arrêter ta séance plus tôt que prévu, à bien récupérer et à revenir potentiellement faire une deuxième séance dans les mêmes blocs. Et du coup, c'est la partie suivante. Pourquoi plusieurs petites séances battent une énorme séance? Pourquoi on pourrait dire qu'à volume égal, faire 4 heures de bloc max en une séance, c'est inférieur à faire 2 séances de 2 heures? Tout simplement parce que l'influx, il est dépendant de votre système nerveux. Et votre système nerveux, il a une capacité finie. Donc par exemple, 40 mouvements, et après, à partir du 41e, il est fatigué, si je schématise. Donc du coup, faut savoir s'arrêter au 40e, se reposer et revenir frais 3-4 jours plus tard, ou 2-3 jours, enfin ça dépend de votre vitesse de récup, etc., pour faire une deuxième séance. Et là, du coup, c'est vraiment hyper important d'avoir en tête ce truc-là, de savoir quand s'arrêter,
et que c'est ok de faire une deuxième séance de bloc max sur les mêmes blocs en essayant de progresser, de continuer la progression là où vous l'avez laissé, un peu comme si vous aviez atteint un checkpoint dans un jeu vidéo où vraiment vous vous dites ok, là j'ai fait tous les moves, bon bah en fait à la séance prochaine, recaler tous les mouvements, ça doit me prendre un essai par mouvement et une minute, 1 minute 30 de repos grand max entre les mouvements, et voilà, ça a duré 10 minutes en gros, et j'ai déjà refait tous les moves. Et je peux passer directement à la phase numéro 2, d'essayer d'enchaîner la section 1, puis la section 2, puis d'augmenter la taille de la section 1, etc. Et en fait, au bout d'un moment, si vous sentez que vous êtes vraiment proche de sortir le bloc, bah, votre séance de bloc max se transforme en séance de performance. Et du coup, bah, en fait, c'est pour ça aussi que je vais parler de séance de performance dans le podcast flash suivant. Mais pour résumer un peu cette partie-là aussi, de pourquoi c'est intéressant de faire 2 petites séances plutôt qu'une énorme séance, c'est qu'en 2 petites séances, votre qualité sur les runs en eux-mêmes sera bien supérieure et vous aurez aussi une certaine motivation supplémentaire parce que vous savez que vous allez revenir dans quelques jours en vous disant ok, j'ai fait le job aujourd'hui, je sais que je vais bien récupérer, je reviens dans 2 jours et je suis encore plus motivé pour essayer de progresser à la séance suivante. Et ça, c'est vraiment un petit peu game changer hein, selon moi, de savoir quand s'arrêter au bon moment et de se dire que c'est ok de revenir sur les mêmes blocs quelques jours après, que ce soit en extérieur, sur la kilter ou quoi, c'est la même chose. Et après, là, il faut juste faire attention à ces sensations en termes de risque de surutilisation, blessure, etc. Il faut faire attention à pas trop en faire. Et quand est-ce que je considère que c'est trop en faire? Je pense que 3 séances d'affilée sur un même bloc ou sur un même truc, si c'est dans une optique de développement de la force, en général, vous perdez un peu le côté force max, influx nerveux, et vous êtes trop habitué au mouvement. Et c'est ce que disait aussi Vadim dans le podcast, il a tendance à même changer les blocs avant d'avoir même sorti le bloc en lui-même, et peut-être que du coup il garde ça pour une séance de performance plus tard, à essayer vraiment d'enchaîner le bloc à ce moment-là. Ça peut paraître un peu contradictoire dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment la clé d'une progression saine et durable sur du long terme. C'est vraiment de se dire que voilà, 2 séances c'est ok, la troisième peut-être, mais beaucoup moins productive. La quatrième c'est jamais productive, pour faire vraiment très simple. Et du coup, ça me permet de conclure un peu ce podcast-là sur la séance de bloc max, en faisant en fait l'ouverture avec le prochain flash qui parlera de la séance de performance. Et en fait, pourquoi opposer ces 2 séances-là? C'est qu'en fait, la séance de bloc max, elle est vraiment là pour travailler, pour apprendre, et la séance de performance, elle est là pour concrétiser. Et c'est vraiment tout l'objectif de cette séance de performance. C'est vraiment se dire que le bloc max, c'est du travail, c'est de l'apprentissage, c'est de la répétition. Et la performance, c'est vraiment la validation, la réussite, la gestion mentale aussi de enchaîner un projet. Et c'est ça aussi qu'il faut pas mélanger et confondre, etc. Parce qu'en fait, souvent, ça fait trop de choses en même temps et vous allez un peu craquer mentalement parce que vous devez penser à trop de choses. Alors que du coup, si vous vous dites, ok, aujourd'hui c'est bloc max, c'est pas performance, déjà ça vous enlève une épine du pied. Et en fait, ça se trouve, vous allez être hyper en forme et vous allez surperformer à votre séance de bloc max, si ça se trouve. Et là, vous serez encore plus content et vous vous direz, bon, bah, ok, séance prochaine, je peux viser encore plus haut. Donc il y a vraiment toute une dynamique qui s'inscrit là-dedans. Et c'est aussi pour ça, du coup, que je parlerai beaucoup plus de la séance de performance en elle-même la semaine prochaine. Et du coup, bah, pour conclure le podcast au global, je vais juste dire cette petite phrase, mais le bloc max, ce n'est pas juste essayer des blocs durs jusqu'à épuisement, c'est apprendre à produire un maximum de qualité sur des mouvements difficiles, en se reposant suffisamment et en gérant aussi tout l'aspect récupération qui est à côté. Et souvent, progresser en bloc max, ce n'est pas toper plus de blocs, c'est vraiment faire des essais plus qualitatifs, apprendre une certaine gestuelle, apprendre à forcer, apprendre à se reposer. Et en fait, tout ça, ça va super bien se transférer dans vos séances de performance. Et je vous parlerai la semaine prochaine de comment bien planifier ces séances de performance, quand est-ce qu'il faut en faire, quand est-ce qu'il faut pas en faire, comment être sûr que ça va être une bonne séance ou une mauvaise séance, etc. Tout ce qu'on peut optimiser autour de cette séance de performance pour maximiser ses chances de sortir le bloc ou sortir la voie, etc. Enfin là, pour le coup, je pense que l'épisode sur la séance de performance sera beaucoup plus un parallèle entre bloc et voie, et il y aura un peu beaucoup plus de choses à dire sur la voie. Je suis désolé pour tous les grimpeurs de diff pour cette séance de bloc max et voie max. Est-ce que la séance de voie max existe? Oui, elle existe, la séance de voie max. Je vais pas faire un podcast dessus parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font de la diff, qui me font des retours, qui écoutent le podcast, etc. Si vous voulez vraiment un épisode sur la séance de voie max, envoyez-moi un message sur Instagram, sur Ascension, enfin sur Léo sur Instagram ou sur Ascension sur Instagram. Vous m'envoyez un message, vous me dites voilà, salut Léo, top le podcast, on veut la séance de voie max et ton avis là-dessus, etc. Qu'est-ce que ça change par rapport au blog, etc. Je le ferai avec plaisir si j'ai assez de demandes, mais sinon je le ferai pas, tout simplement parce que si je fais un schéma, 80% des auditeurs du podcast sont des grimpeurs de bloc, la majorité sont aussi des bloqueurs de salle plutôt que des grimpeurs d'exté.
Donc voilà, je m'adapte aussi forcément à l'audience et à ce que vous me demandez. Donc n'hésitez pas. Si vous avez vraiment des questions, toujours pareil, ça se passe dans les commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. N'hésitez pas à nous laisser une petite review de 5 étoiles. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour si vous avez aimé l'intro. Je peux encore la modifier la musique, etc. J'ai fait en sorte qu'elle dure plus ou moins 1 minute l'intro pour que vous puissiez la skipper en appuyant 2 fois sur plus 30 sur les applis de podcast. Je sais que vous n'allez pas l'écouter à chaque épisode, mais pour ceux en fait qui découvriraient le podcast à chaque épisode, en fait, c'est intéressant qu'il y ait l'intro. Voilà aussi la raison pour laquelle j'ai refait cette nouvelle introduction. Écoutez, c'était Léo, c'était une autre masterclass sur la séance de bloc max. Après le volume, le bloc max, il y aura la séance de performance et j'aurai un peu bouclé la boucle de toutes les séances types, on va dire, que vous pouvez faire. Je vais pas forcément parler de la séance de rési, j'en parlerai peut-être dans le futur ou quoi, mais je pense que les 3 séances clés pour progresser, en tout cas en bloc sur du long terme, c'est vraiment séance de volume, séance de bloc max, séance de performance et de savoir un peu bien gérer ces séances-là. Et comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu veux passer au niveau supérieur, tu veux nous faire confiance pour qu'on t'accompagne dans ta transformation en escalade, il y a tous les liens en description pour réserver ton premier appel qui est gratuit. On prend le temps de te diagnostiquer, de voir si notre suivi va être adapté à ton profil, à tes contraintes, etc. Et on travaille ensemble pour t'emmener vers des sommets. Voilà, c'était Léo, c'était le flash numéro 35. Je vous souhaite un très beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la séance de performance. Ciao, ciao.